Bienvenue à tout le monde à l'atelier génomique 5 ans plus tard. Donc, on vous a convoqué cet après-midi. En fait, l'objectif de la rencontre, c'est faire le point sur la génomique, donc déterminer les bénéfices de cet outil, les opportunités. Nous avons également Brian Vandermaal de CDN qui va nous faire la présentation de certains résultats des statistiques. On voulait aussi répondre aux questions des éleveurs. En faisant de la route, on a certains mythes, dans le fond, que certains éleveurs ont des questionnements qu'ils ont par rapport à la génomique, de la fausse information qui a circulé. Donc, on voulait vraiment appliquer à la réalité ce qu'on peut faire avec cet outil-là. C'est aussi de connaître l'opinion des éleveurs qu'on a avec nous, à la fois dans la salle, mais également de nos panélistes en face de vous, donc des utilisateurs, des non-utilisateurs, puis également établir les opportunités futures avec cet outil-là. Donc, cet après-midi, j'ai préparé certains diapos pour vous présenter l'impact de la génomique au Canada. Donc, en commençant, la génomique, vraiment, au Canada, a commencé en 2008 avec le génotypage de plusieurs taureaux déjà approuvés. Donc, nous avons, depuis des décennies, mis la semence de plusieurs taureaux éprouvés au Canada dans une banque conservée. Et lorsque la technologie est arrivée, là, on avait beaucoup de taureaux avec les semences congelées pour génotyper. Donc, ça a commencé en 2008. À CDN, le développement de notre système d'évaluation génomique a commencé en même temps. Et au mois d'août 2009, nous avons lancé les premières épreuves génomiques dans la race Holstein au Canada. Et en avril 2013, il y avait un changement dans la politique de génotypage. C'est parce que les centres d'insémination ont investi beaucoup dans la création de cette banque de données de semences pour faire le génotypage. Mais en avril 2013, la possibilité que chaque éleveur puisse faire génotyper ses propres taureaux était plus ouverte comme opportunité. Maintenant, on peut regarder un peu 5 ans en arrière, puis qu'est-ce que l'impact de la génomique a eu dans notre industrie depuis 5 ans. Ici, ce graphique-là nous vous donne un peu un visuel sur le volume de génotypage, des génotypes que nous avons à CDN. Nous avons une banque de données nord-américaine pour les génotypes. Donc, chaque mâle et femelle de génotypés aux États-Unis et au Canada sont tous partagés dans les deux pays pour être dans les deux banques de données. Donc, nous avons maintenant près de 643 000 génotypes des taureaux, des femelles ou des sujets Holstein en Amérique du Nord dans la banque de données de CDN. Donc, on atteint les 700 000 bientôt. Le taux de croissance au niveau du génotypage augmente exponentiellement. La seule chose, ou une des raisons pour lesquelles je vous démontre cette diapo-là, c'est que c'est une technologie qui est ici, qui va rester. Le train est parti, et il n'y a pas de moyen de l'arrêter. Le génotypage est une réalité d'aujourd'hui qui va continuer pour des années à venir. On calcule les valeurs génomiques directes. Okay. Et donc, on a 4 groupes d'animaux dans la population. Les taureaux éprouvés, les vaches qui peuvent être génotypées, les jeunisses qui peuvent être génotypées et les jeunes taureaux Canada d'acheter pour les centres d'insémination. Tous ces 4 secteurs de la population peuvent être génotypés. Mais pour calculer les évaluations génomiques, ça nous prend les taureaux avec une épreuve et les génotypes de ces taureaux-là. Là, avec ce groupe de taureaux-là, on fait une analyse d'association. On a les épreuves pour chaque caractère et on a le génotype pour chaque taureau. Et chaque génotype nous donne environ 50 000 marqueurs génétiques à travers le génome d'un animal. Ces 50 000 marqueurs sont utilisés avec les épreuves de taureaux
pour trouver les associations entre les gènes et les preuves. Donc, lorsque nous avons cette analyse d'association complétée, qui est le travail principal de CDN avec le système génomique, suivant s'il vous plaît, on peut estimer une valeur génomique directe pour chaque autre animal dans la population, soit les vaches génotypées, les génisses génotypés et les jeunes taureaux génotypés, dès de la naissance. Suivant. Ce groupe de taureaux éprouvés qui forme le groupe pour l'analyse d'association, on appelle ce groupe-là le groupe de référence. C'est une population de mâles, de taureaux éprouvés qui sert pour faire l'association. Pour le Canada, nous avons un groupe de référence de taureaux éprouvés qui dépasse le 23 000 taureaux éprouvés dans le groupe de référence. C'est très gros comme population de référence. C'est ce volume-là de taureaux qui nous donne les gains génétiques. Je peux vous présenter le nombre de taureaux dans le groupe de référence dans les autres races, mais c'est loin d'être aussi nombreux que la race Holstein. Par contre, le groupe de référence compte deux types de taureaux. Les taureaux déjà éprouvés au Canada, avec un EPV officiel au Canada. Parmi ces 23 000, il y en a environ 8 000. Donc, 32% sont les taureaux éprouvés au Canada avec les filles au Canada. L'autre 68% sont les taureaux à l'étranger éprouvés dans un autre pays, la grande majorité aux États-Unis, qui ont une épreuve MACE sur l'échelle canadienne. Donc, ces deux groupes de taureaux forment le groupe de référence qui est presque 24 000 taureaux en tout. Donc, lorsque on regarde l'impact de la génomique, du point de vue de l'éleveur ou producteur laitier, on peut considérer deux perspectives. Un, c'est le génotypage des génisses et des vaches dans le troupeau. Puis une deuxième perspective, c'est l'utilisation ou la sélection des taureaux à utiliser dans le troupeau, soit de choisir entre les taureaux éprouvés et les jeunes taureaux génomiques. Donc, on va parler cet après-midi sur les deux éléments. Le choix des femelles ou le génotypage des femelles dans votre troupeau versus l'utilisation des taureaux génomiques disponibles par les centres d'insémination. Première partie. Première partie, c'est le génotypage des femelles. Ici, je vous démontre le gain génétique, le gain de fiabilité au niveau de l'EPV pour les femelles de génotypées. Donc, on peut regarder vers le droit ici. Les lignes vertes démontrent la précision, la fiabilité moyenne pour les génisses avec un père éprouvé, les génisses avec un père non éprouvé, donc c'est un jeune taureau génomique, ou les vaches en lactation, ou les vaches américaines qui ont une épreuve MACE ou un indice MACE au Canada. Mais peu importe la catégorie de femelles, la précision de la génomique nous amène à peu près le même niveau de fiabilité, environ 70% pour les PV. Donc, ça veut dire que peu importe l'âge de la femelle ou l'origine de la femelle, on peut obtenir avec un échantillon de poils une précision de son potentiel génétique qui est à peu près identique, peu importe l'âge de l'animal ou peu importe l'origine de naissance d'un animal. La seule différence, c'est que, par contre, les vaches, en général, ont une fiabilité plus forte que les génisses, mais les génisses avec un père éprouvé ont aussi un très bon niveau de fiabilité. Ici, les points rouges dans ce graphique-là démontrent le taux d'adoption à la génotypage des femelles au Canada réel. La manière que je calcule ça, c'est que je regarde le nombre de femelles nées au Canada chaque année et enregistrées chez Holstein Canada dans les généalogies. Environ 280 000 femelles par année. De ce nombre de génisses nées chaque année, je peux compter le nombre qui ont été génotypés. Donc, c'est une manière de calculer le taux d'adoption de cette technologie selon l'année de naissance d'un animal.
nous sommes aujourd'hui au alentour de 5 Seulement, on peut dire seulement, 5 des génisses nés au Canada à chaque année sont génotypés. Mais le taux de croissance de ce pourcentage-là est important en tant que l'industrie, en tant que l'association Holstein, mais en tant que taux de progrès génétique potentiel à réaliser. Avec ce graphique-là, j'ai tout simplement calculé une perspective ou une prévision de l'augmentation, du taux d'augmentation, selon le taux d'augmentation des points rouges déjà réalisés. Donc, ma prédiction, c'est que d'ici 2020, qui est de juste 5 ans, on va atteindre un taux d'adoption de près de 20 20 des génisses nés chaque année seront génotypés par les éleveurs. Un jour, d'ici 10 ans ou 15 ans, c'est sûr que ça va passer à 50 et probablement un jour à 100 Mais ça représente environ 50 000 femelles à génotyper par Holstein Canada par année au moins dans 5 ans. Suivant. Ici, je vous présente l'utilisation de génotypage selon la province. Donc ici, j'ai calculé le pourcentage des femelles génotypées par province. Donc, en vert, on peut voir que 47,6 des femelles génotypées à date au Canada ont été génotypées par les éleveurs au Québec. Ce sont des vaches au Québec. Les lignes bleues représentent le pourcentage des vaches au contrôle laitier au Québec, qui sont au Québec. Donc, si je prends la population des vaches sur le contrôle laitier au Canada, 41,2 sont au Québec, mais au Québec, le taux de vaches de participation ou le génotypage des femelles est plus haut que normal, que le pourcentage prévu au Québec. Et le Colombie-Britannique, c'est la deuxième province qui participe beaucoup, plus forte au niveau de le génotypage des femelles que les autres provinces, avec l'Ontario et les provinces prairies avec un taux plus faible. Suivant. Le génotypage des génisses améliore la sélection génétique. Ceci, c'est un graphique qui vous démontre les résultats d'une étude que nous avons faite à CDM, tout simplement pour voir. On a regardé une dizaine ou douzaine de troupeaux. On n'a pas choisi les troupeaux. Les troupeaux eux-mêmes, ils ont choisi, là, dans une France. On a regardé les troupeaux qu'il y a 2-3 ans, ils ont fait génotyper au moins 100 génisses par année à l'intérieur du troupeau. 100 génisses par année génotypées en tant que génisses avant l'âge d'1 an. Puis après ça, on a regardé 2 ans plus tard la performance de production de ces génisses-là en tant que vaches en première lactation. Ici, les rouges, les verts et les bleus sont les vaches dans 3 troupeaux différents. Donc, c'est les 3 troupeaux parmi les 12 que nous avons étudiés. Chaque troupeau a une centaine de vaches dans l'analyse ici. Le premier point à remarquer, c'est que aussitôt que les niveaux génétiques potentiels génomiques d'une génisse augmentent, à droite, à gauche, la production laitière en première lactation augmente aussi. Donc, ça veut dire que l'indice génomique d'une génisse qu'on vous donne, c'est un bon indicateur de la performance prévue d'une vache en première lactation. Et en plus, cette tendance-là, les lignes qui sont là ont à peu près la même pente à l'intérieur de chaque troupeau. Donc, ça veut dire que la relation ou la corrélation est à peu près identique de troupeau à l'autre. La seule différence entre les niveaux de pente, c'est en fonction de la régie du troupeau. Parce que le génétique, c'est génétique. Si on vous dit qu'une vache a un tel potentiel génétique, on ne présume pas que la vache sera dans un troupeau ou un autre troupeau ou un autre troupeau. Mais lorsqu'elle est dans un certain troupeau, la production de cette vache-là est en fonction de la régie du troupeau. Donc, les 3 lignes sont parallèles, ça veut dire que l'association est identique d'un troupeau à l'autre, mais le niveau de chaque est différent parce que le troupeau en rouge a une meilleure régie
que le troupeau en bleu ou en vert, tout simplement. Donc, ça veut dire que le génomique marche, ça fonctionne. Suivant. Dernièrement, nous avons regardé le taux du gain génétique pour les PV à l'intérieur des troupeaux canadiens, à travers le Canada. On a classé les troupeaux dans 10 groupes. Les troupeaux qui ont les 10% supérieurs en termes de taux de gain génétique réalisé dans les 5 dernières années, qui est en rouge, ou dans les 10 dernières années, qui est en bleu. Donc, on peut facilement regarder le taux du progrès génétique réalisé dans ces troupeaux-là et classer les troupeaux qui ont fait le taux du gain le plus fort possible, qui sont en haut, les 10% supérieurs, versus les troupeaux qui sont parmi les 10% inférieurs en termes du taux du progrès génétique réalisé dans les 5 ans ou 10 ans, les 10 dernières années ou 5 dernières années. Donc, si on regarde les lignes rouges, on peut facilement que l'écart entre les 10% supérieurs et les 10% inférieurs est en augmentant. Les troupeaux qui utilisent, qui bénéficient, puis ils forcent, ils pressent beaucoup sur le potentiel génétique, ils font un taux de gain génétique beaucoup supérieur que les troupeaux inférieurs. Puis en jaune, on sent que c'est le troupeau dans la moyenne. Et, suivant. Là, si je prends les 10% supérieurs, une chose que nous avons remarqué, c'est par coïncidence peut-être, ce n'était pas le fait, ce n'était pas le but de cette étude-là, mais nous avons regardé le taux de génotypage dans ces troupeaux-là versus les autres troupeaux. Puis les troupeaux qui ont fait le gain dans les 10% supérieurs ont un taux de génotypage 2 fois plus élevé que le taux de génotypage dans le troupeau moyen. Ceux qui bénéficient, ceux qui utilisent tous les outils dans le coffre d'outils d'aujourd'hui, font des gains plus vite que ceux qui ne le font pas. Suivant. Au niveau des génisses puis au niveau des troupeaux, le génotypage nous donne un autre avantage. On regarde les gènes maintenant avec le génotypage. Puis les gènes peuvent nous dire beaucoup de choses. Une chose qui est très importante que je n'ai pas remarqué, c'est la confirmation de la parenté, le père et la mère, donc la généalogie d'un animal. Ça, là, c'est un gain important, mais ce n'est pas parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Mais le génotypage peut nous dire les animaux qui sont porteurs ou porteuses d'un certain tort héréditaire, récessif, non désiré ou désiré. Ici, nous avons découvert 5 haplotypes. C'est un mot qu'on a créé, haplotype. Mais en fait, c'est des 5 torts héréditaires qu'on ne peut pas nommer. On n'est pas capable de les nommer parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, mais on sait que ces 4 torts héréditaires affectent la fertilité chez les races hostiles, les vaches hostiles. Et en bleu, on peut voir que la HH1 avait une fréquence assez élevée de 10%, et depuis la génomique, ça a diminué. Et les autres, le vert et le bleu en bas, le 3 et le 5, commencent à augmenter. Donc, c'est en fonction des généalogies de popularité de certaines familles de taureaux dans nos généalogies, mais en ayant le génotypage d'un animal, une femelle ou un taureau, on peut contrôler les effets négatifs associés avec ces haplotypes. On peut éviter les accouplements entre un taureau porteur et une vache porteuse ou une génisse porteuse. Même chose qu'on peut faire pour comme contrôler la consanguinité ou les récessifs comme BLAD ou CBM, etc. Donc, si on ne fait pas le génotypage, on ne peut pas connaître les femelles dans votre troupeau, dans le troupeau, qui sont porteuses ou non. Suivant. Donc, un petit sommaire. Les avantages du génotypage des génisses pour les producteurs, c'est qu'il y a plusieurs producteurs qui ont commencé d'adopter une politique dans le troupeau que toute génisse née à la ferme sera génotypée automatiquement. Mettre l'étiquette d'oreille
prends la part. Tout en même temps. Fais l'enregistrement, fais le génotypage. Toute une étape. Garantie chaque génisse né. Puis il y a plusieurs producteurs qui commencent d'adopter cette politique-là parce que ça prend l'avantage, ça maximise les bénéfices du génotypage. Cette stratégie-là apporte des avantages importants pour la sélection et la gestion des génisses. La fiabilité des indices génétiques a augmenté à 70 %. Les porteurs des gènes récessifs et haplotypes sont connus en début de vie. On peut maximiser les possibilités de sélection des taureaux et d'accouplement, ainsi que l'utilisation de semences sexées et de transfert embryonnaire. Et il y a encore une valeur importante qui existe au niveau des programmes de contrôle laitier ou classification, des programmes réguliers de l'amélioration génétique. On a toujours besoin de connaître les vraies performances des vaches. Ça, c'est un indice génétique avec le génotypage. C'est un indicateur qu'on a. Ce n'est pas à 100% de précision, mais il faut toujours valider ces précisions-là, ces estimations-là, en faisant le contrôle, en faisant la classification et en faisant l'enregistrement dans les généalogies. Merci.